Est-ce que vous êtes quelqu'un de curieux? La curiosité, c'est cette tendance naturelle qui nous pousse à explorer, à apprendre et à comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi à mettre notre nez là où on ne le devrait pas. En effet, il vaut mieux laisser certaines portes fermées, car derrière elles se cachent parfois des vérités effroyables, capables de nous marquer au fer rouge. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans certains cas, ces vérités, parfois épouvantables, n'en demeurent pas moins intéressantes, voire passionnantes. C'est donc pour cela qu'à travers une série de vidéos, je vais devenir votre guide, afin que nous puissions explorer ensemble des choses que vous ne devriez pas rechercher, et ainsi vous éviter de tomber dans des gouffres qui pourraient perturber votre cerveau à jamais. Les faits et autres anecdotes que nous allons découvrir ensemble toucheront entre autres à l'histoire, au progrès technique, à la culture, aux techniques médicales, au corps humain, à la partie sombre d'Internet, voire même au vertige de l'existence. Bon visionnage, et surtout, faites de beaux cauchemars. La pratique du Asuba Bhavana. La méditation sur l'aspect répugnant du corps, également connue sous le nom de Asuba Bhavana, est une pratique bouddhiste qui vise à transcender l'attachement que l'humain a au plaisir sensoriel et matériel, en contemplant les aspects impurs du corps humain. Et pour cela, Bouddha a enseigné et défini 10 objets spécifiques qui doivent vous accompagner dans votre méditation si vous souhaitez pratiquer l'Asubha Bhavana. Et quand je parle d'objets, il s'agit en fait de dépouilles humaines, dans un état bien précis. Oui, vous avez bien compris. La méditation sur l'aspect répugnant du corps implique de pratiquer à côté d'un mort. Voici les 10 objets Asubha. Adumataka. La dépouille est gonflée par la décomposition. Vinalaka. La dépouille est brunâtre ou violacée. Vipubaka. La dépouille est purulente. Vishidaka. La dépouille est séparée en deux. Vikavitaka. Le corps est rongé par des animaux. Vikataka. La dépouille est dispersée en morceaux. Atavikitaka. Les morceaux de la dépouille sont séparés par un couteau. Lohitaka. Du sang coule de la dépouille. Puluvaka. Le corps est rempli de verre. Attika. La dépouille est devenue squelette. Vous comprenez donc pourquoi faire une recherche sur Google sur la pratique du Asubha Bhavana vous conduira inévitablement vers des photos tout à fait épouvantables. De plus, il est à noter que pour pratiquer, il faut choisir l'un des 10 étapes précités et méditer en restant le plus proche possible de la dépouille tout en l'observant consciencieusement. L'idée est de prendre conscience du caractère répugnant de ce mort, tout en intégrant que son corps est identique au nôtre et qu'il subira in fine un sort similaire. Visiblement, l'Asubha Bhavana est un antidote efficace contre les désirs lubriques. En effet, assister à un tel spectacle, ça doit sûrement refroidir, et effectivement couper ce genre de pensée. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette méditation doit se pratiquer à proximité de vraies dépouilles, et se retrouver de manière prolongée à proximité de tels objets, entre nous, ce n'est pas très courant. Encore plus lorsque l'on cherche un état particulier parmi les 10 objets que l'on a vus juste avant. De plus, je ne suis pas sûr que ce type de méditation ait une quelconque valeur si on s'appuie seulement sur des photos. J'imagine donc que cette pratique reste sans doute assez marginale parmi les bouddhistes. Cependant, il est à noter que dans certains monastères bouddhistes, cette pratique demeure, et lorsqu'un moine décède, on expose son corps à la vue de tous, afin de permettre à d'autres moines, justement, de méditer sur l'aspect répugnant du corps. Pourquoi la tronçonneuse a été inventée? Alors, est-ce que vous savez pourquoi on a inventé la tronçonneuse? Non, ce n'était pas pour faciliter la coupe du bois. Vous voulez vraiment qu'on fasse cette recherche? Bon, d'accord.
En fait, cet objet a été inventé pour faciliter le travail des médecins accoucheurs au XVIIIe siècle. Oui, vous avez bien entendu. À première vue, ça paraît assez épouvantable, et en fait, je vous confirme que ça l'est. Au XVIIIe siècle, les médecins écossais John Aitken et James Jeffrey ont inventé les premières formes de tronçonneuses. Bien évidemment, à cette époque, pas d'électricité ni de moteur thermique, nous sommes sur un outil purement manuel. L'outil se composait d'une longue chaîne dentée avec une poignée à chaque extrémité. Sa création avait pour objectif d'améliorer la procédure de symphysiotomie, une intervention chirurgicale utilisée pour faciliter les accouchements difficiles à l'époque. En fait, la symphysiotomie a été popularisée en 1597 par le chirurgien Séverin Pinault. Elle consistait à sectionner une partie des fibres de la symphyse pubienne afin d'agrandir le diamètre pelvien au moment de l'accouchement et ainsi faciliter le passage du bébé au niveau du bassin. Pendant l'intervention, la chaîne était enroulée autour de l'os pubien et le médecin effectuait un mouvement de va-et-vient pour le sectionner. Je ne sais pas pour vous, mais rien que d'imaginer l'intervention, ça me met plutôt mal à l'aise. Considéré comme l'un des outils les plus efficaces, cette scie à os permettant une coupe nette et rapide était utilisée dans bien d'autres types d'opérations ensuite. En 1830, Bernard Henn a amélioré l'outil en y incluant une poignée manivelle. Voilà. Maintenant vous savez pourquoi et comment la tronçonneuse a été inventée. J'imagine que certains ou certaines d'entre vous n'avaient finalement pas très envie de savoir tout ça. Le subreddit 50-50. Voilà le genre de site où l'expression « jouer avec le feu » ou « jouer à la roulette russe » prend tout son sens. C'est également un site qui va venir souligner l'idée que parfois, la curiosité n'est pas toujours quelque chose de très sain, loin de là. R5050 est un subreddit qui, comme son nom l'indique, vous propose un deal à 50-50. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, Reddit est un site regroupant une multitude de forums réunissant une variété assez phénoménale de communautés. Sur ce subreddit, tous les posts sont floutés, et ce pour une bonne raison. Car en effet, lorsque vous cliquez sur l'image floutée du post, vous avez une chance sur deux de tomber sur une photo ou une vidéo tout à fait mignonne, ou bien sur quelque chose de tout à fait épouvantable. Et quand je dis épouvantable, je parle de choses parfaitement indiffusables sur YouTube. Les posts sont agrémentés d'un titre qui permet de voir sur quoi le pari se porte. Voici quelques exemples. Une magnifique forêt et une route de montagne, ou le résultat d'un arrachage de cœur par un cartel. Alors oui, la photo floutée laisse apparaître pas mal de rouge. Franchement, on y est, hein, c'est du 50-50. Je ne sais pas ce que je vais y trouver. Bim. Bon, cette fois il s'agit bien d'une forêt. Allez, passons au suivant. C'est un pari qui propose soit une vidéo de l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, ou bien les restes d'une personne extirpée du ventre d'un crocodile géant. Ok, on va tenter le 50-50. Aïe, ah, je crois que c'est pas l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame. Allez, on coupe. Bon, je pense que vous avez compris le principe. La subtilité de ce subreddit vient également de la méthode pour poster les paris. En effet, il y a deux types de posts autorisés, ceux qui proposent deux titres avec un seul résultat possible, c'est donc l'auteur qui décide de ce qui doit être affiché. Et il y a ensuite les posts True 50-50 qui nous amènent vraiment à tester le 50-50 en obtenant un résultat parfaitement aléatoire entre les deux médias proposés dans le titre. Bref, je comprends qu'on puisse avoir un petit frisson en s'essayant à ce genre de pari, mais franchement je vous déconseille d'aller voir ça. Il y a vraiment des trucs parfaitement épouvantables, et au final ce subreddit n'a pas grand intérêt. L'homme mellifié. L'homme mellifié, à la base, c'est une substance médicinale légendaire, obtenue en macérant un corps humain embaumé dans du miel. Cette méthode de momification a été décrite dans le Benkao Gangyu, une œuvre du pharmacologue chinois du XVIe siècle, Li Chizhen. Li Chizhen y expliquait qu'en Arabie, des hommes généralement âgés en fin de vie s'engageaient dans un processus de momification volontaire,
dans le but de créer une décoction curative à partir de leur propre corps. Pour cela, ils ne consommaient plus que du miel pour s'alimenter, se baigner dedans, et surtout après leur mort, ils étaient placés dans des cercueils de pierre, remplis également de miel. Au bout d'une centaine d'années, leur corps confit dans le sucre était transformé et réduit dans une décoction censée guérir fractures et autres maladies. Lichizen rapporte que cette pratique était vue comme un acte parfaitement altruiste et consenti, comme précisé juste avant. Le corps de ces hommes, transformé littéralement en une sorte de sucre d'orge humain, était commercialisé a priori à des prix exorbitants. Il est à noter que bien que l'idée de cette pratique ait circulé pendant des siècles, les historiens et archéologues n'ont pas trouvé de preuves concrètes de l'existence des hommes mélifiés. Cependant, l'absence de preuves archéologiques ne signifie pas nécessairement que les hommes mélifiés n'ont jamais existé. Et oui, car par exemple, du XVe siècle au XIXe siècle, en Europe, et notamment en France, on a consommé des momies égyptiennes, réduites en poudre, en pensant qu'elles avaient le pouvoir de guérir maux de tête, maux de ventre, douleurs dentaires, cancers et problèmes cardiaques. Comme vous le voyez, il n'est pas forcément nécessaire d'aller très loin lorsqu'il s'agit de découvrir des pratiques particulièrement effroyables. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette croyance en un pouvoir curatif lié aux morceaux de momie était en fait liée à une stupide erreur de traduction. En effet, lorsque l'Occident s'est intéressé au monde islamique et à sa médecine, ils ont découvert l'existence d'une substance, la mumia, trouvée sur le flanc d'une montagne persane, d'où suinte une roche noire comme l'asphalte. Mais lorsque les traducteurs occidentaux ont étudié les textes qui en faisaient mention, plusieurs ont confondu la mumia avec le mot momie. Et c'est à partir de là que la consommation de poudre de momie est devenue ensuite une véritable mode. L'ostéo-odonto-kératoprothèse. Il est parfois préférable d'ignorer l'existence de certaines choses. Cependant, bien que le sujet que nous allons aborder puisse conduire à des photos quelque peu perturbantes, l'exploit médical qu'il représente est tout simplement incroyable. L'ostéo-odonto-kératoprothèse, aussi appelée chirurgie dent dans l'œil, est une procédure médicale qui vise à restaurer la vision des patients souffrant de maladies de la cornée et de la surface oculaire. Cette intervention est réservée aux cas les plus graves. Voici comment se déroule la procédure. On extrait une dent du patient ou d'un donneur, puis on découpe une lamelle longitudinale dans cette dent. Généralement, on sélectionne une canine, car c'est souvent elle qui a la racine la plus longue et la plus large, pour y découper la lamelle. Ensuite, on y perce un trou, et on y insère une lentille cylindrique. La lamelle est ensuite implantée à l'intérieur de la joue du patient par chirurgie, afin de cultiver le tissu conjonctif sur l'implant, et ce pendant plusieurs mois. Enfin, la lamelle est implantée sur l'œil malade. Cette procédure a été initiée par le chirurgien ophtalmique italien, le professeur Benedetto Strampelli, au début des années 60. Comme indiqué juste avant, elle est utilisée pour traiter des maladies graves, généralement auto-immunes, comme le syndrome de Stevens-Johnson, qui détruit la peau et les muqueuses des personnes atteintes, ou lors de blessures impliquant des produits chimiques corrosifs. Bon, le résultat de l'opération est assez impressionnant et c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Je vous déconseille d'ailleurs de faire cette recherche sur Google. En effet, la greffe permet à la personne de retrouver la vue, au moins en partie. Cependant, sur le plan esthétique, l'œil a un aspect quand même très particulier, et ça peut être assez perturbant. Si je devais décrire le résultat de l'opération, je vous dirais d'imaginer à la place de l'œil une boule de chair avec un petit trou au centre, faisant office de pupille. Il est important de noter que cette procédure comporte malgré tout des risques d'échec. Cependant, une étude à long terme de 181 patients a mis en évidence un bon maintien de l'ostéo-odonto-kératoprothèse après 18 ans pour 85% des personnes. L'art de Patricia Piccinini. Patricia Piccinini, artiste australienne née en 1965, est une figure emblématique de l'art contemporain.
Elle est connue pour ses œuvres d'art hyper réalistes représentant des créatures fantastiques qui, lorsqu'on s'y attarde, génèrent chez le spectateur un sentiment étrange. En effet, les œuvres de Patricia Piccinini fusionnent l'humain, l'animal et le monstrueux. Ces créatures, fabriquées à partir de silicone, de plastique, de cheveux, de poils, sont à la fois étranges et familières, mais aussi tout à fait repoussantes. Pour les personnes un peu sensibles et impressionnables, je peux comprendre qu'explorer son art pourrait tenir de l'épreuve. Parmi ses œuvres les plus célèbres, et sachez qu'il en existe une multitude plus perturbantes les unes que les autres, citons Graham, une sculpture d'un homme taillé génétiquement pour survivre à un accident de voiture. Pour créer Graham, Piccinini a collaboré avec un chirurgien traumatologue et un spécialiste des collisions pour produire ce corps humain censé résister à un potentiel accident de voiture. Une autre œuvre, Teenage Metamorphosis, représente une créature hybride allongée sur un drap, avec une copie de la Métamorphose de Kafka à côté de sa tête. Un livre qui vient justement questionner l'hybridation, le rejet, l'altérité, la perte de son humanité, mais aussi de son identité. Visiblement, à travers ses œuvres, Piccinini cherche à questionner notre monde moderne. Elle explore les conséquences potentielles de la manipulation génétique et de la bioingénierie afin de nous faire réfléchir sur l'altérité. Et c'est vrai qu'au-delà du malaise, ces créations, bien que perturbantes, ne nous conduisent pas forcément à un rejet total, car en effet, on arrive parfois à y percevoir une certaine grâce, de la fragilité et une certaine beauté. Les regards, empreints de sincérité, y sont sans doute pour beaucoup. Et si l'art est censé aller nous chercher sur le terrain des émotions, quelles qu'elles soient, dans le cas des œuvres de Patricia Piccinini, c'est mission accomplie. La stichothérapie. La stichothérapie, également connue sous le nom de larvothérapie, est une technique médicale fascinante qui a été utilisée à travers l'histoire et qui fait un retour depuis quelques années dans la médecine moderne. Elle utilise les asticots principalement de la mouche verte commune, Lucilia sericata, pour soigner et désinfecter les plaies. Ces asticots ont une propriété assez étonnante, ils ne consomment que les tissus nécrosés, laissant les tissus sains intacts. De plus, ils facilitent la cicatrisation des tissus sains en stimulant la production de tissus cicatriciels, et ce, tout en désinfectant les plaies, sans avoir besoin d'utiliser des antibiotiques. C'est une approche naturelle et plutôt efficace pour traiter les plaies difficiles. Du coup, comme vous pouvez l'imaginer, la recherche d'informations sur la larvothérapie peut conduire à des images assez graphiques de plaies nécrosées assez atroces. C'est pourquoi je vous recommande d'être assez prudent, lorsque vous ferez une recherche sur le sujet. La larvothérapie, bien qu'elle soit soumise à certaines réglementations, est pratiquée dans de nombreux hôpitaux français depuis 2006, mais concernerait seulement que quelques dizaines de patients par an. Un chiffre qui reste relativement faible comparé aux pays du nord de l'Europe. Il est intéressant de noter que l'utilisation d'asticots pour le traitement de plaies est documentée depuis l'Antiquité, puis à la Renaissance en Europe. Les Indiens mayas et certains aborigènes d'Australie utilisaient déjà cette technique. Plus récemment, lors de la Première Guerre mondiale, le docteur William Baer avait mis en évidence l'efficacité de la colonisation d'une certaine larve de mouche pour guérir certaines blessures. En somme, la stichothérapie n'est pas une nouvelle technique, mais elle semble avoir de beaux jours devant elle. Avec l'augmentation de la résistance aux antibiotiques et la nécessité de trouver des alternatives naturelles pour le traitement des plaies, la stichothérapie pourrait jouer un rôle bien plus important dans la médecine du futur. Chase No Face. Chase No Face est une chatte qui a vécu une histoire assez terrible. À seulement 4 semaines, elle a été renversée par une voiture, ce qui l'a laissée gravement défigurée. Malgré les efforts des chirurgiens de la clinique vétérinaire de Chevy Chase à Lexington dans le Kentucky, ils n'ont pas réussi à lui reconstruire la face. Sans museau, ni paupières, la face de Chase est devenue plate, et ses globes oculaires totalement exposés. Il est à noter qu'elle a également perdu une patte dans l'accident. Au vu de son apparence, il semblait peu probable qu'elle soit adoptée. Cependant, Melissa Smith, une assistante vétérinaire qui l'avait aidée à se rétablir, a décidé de l'adopter. Et si je vous parle de cette chatte aujourd'hui, c'est qu'à la fin des années 2000, Chase No Face est devenue une petite célébrité sur internet, lorsque sa propriétaire a créé un blog racontant son quotidien de chat domestique. Ce qui signifie
que si vous tapez son nom sur Google, vous tomberez sur une multitude de photos de l'animal. Et si vous êtes particulièrement sensible, il est préférable d'éviter de regarder des images de Chase No Face, car elles peuvent vraiment être perturbantes. Malgré son apparence, Chase a vécu une vie tout à fait normale, une vie exposée au jour le jour sur le blog de Melissa. Cependant, en raison des séquelles liées à son accident, Chase devait malgré tout recevoir des soins quotidiens, assez particuliers, pour garder ses yeux humides. Sans paupières, on pourrait se demander comment elle se reposait pendant la journée. Apparemment, elle dormait sous des couvertures lorsque la pièce était éclairée par le soleil. Visiblement, elle ne souffrait pas. Bref, au fur et à mesure des années, des milliers de personnes se sont attachées à cette chatte, qui aurait dû avoir un destin bien plus tragique si elle n'avait pas croisé le chemin de Melissa. Melissa Smith, après avoir partagé sa vie pendant 16 ans avec sa chatte, a annoncé en 2021 le décès de l'animal, de cause naturelle. Ce qui est plutôt un âge honorable, au regard de son histoire. Le tératome. Le tératome, dérivé du mot grec téras, qui signifie tumeur monstrueuse, est une tumeur complexe qui se développe à partir de cellules germinales primitives, c'est-à-dire à partir des cellules qui créent les cellules reproductrices telles que les ovules et les spermatozoïdes. Seulement, parfois ces cellules ne vont pas produire ce pourquoi elles sont prévues, et elles vont générer un tératome dans l'ovaire chez la femme et dans le testicule chez l'homme. Ce qui rend le tératome assez effrayant et perturbant, en dehors de sa taille, c'est qu'il peut produire toute une variété de cellules, et notamment des choses qui n'ont strictement rien à faire là où est posé le tératome. Le tératome peut être mature, c'est-à-dire qu'il va se développer en une variété de cellules pour produire des cheveux, des dents, de la peau, du cartilage. Et concernant les femmes, il arrive que la détection d'un tératome ovarien se fasse totalement par hasard, lors d'une échographie ou d'un IRM, car sans réels symptômes. Chez l'homme, le tératome mature testiculaire sera repéré bien plus précocement, et on ne lui laissera pas le temps de se développer, contrairement aux femmes, où il sera caché à l'intérieur du ventre. Il s'agit d'une tumeur bénigne, dans 99% des cas. Et franchement, si vous faites une recherche sur Google d'un tératome mature, vous risquez d'être quelque peu perturbé par la chose. Je vous déconseille d'aller voir ça. S'imaginer avoir une boule de chair pleine de dents et de cheveux dans le ventre, c'est vraiment perturbant. Le tératome peut être aussi immature, bien que rare, ce tératome est toutefois plus dangereux et a un développement rapide. Il va directement créer des lésions cancéreuses sur l'organe et ne va pas générer, comme le tératome mature, des excroissances type dents ou cheveux. Il est à noter qu'il existe également des tératomes intracrâniens, qui peuvent produire des poils et des dents directement dans le cerveau. Vie ASMR. Si vous êtes un amateur d'ASMR et que vous prenez plaisir à regarder des personnes manger avec appétit, tout en produisant des bruits de bouche intenses, alors bienvenue sur la chaîne YouTube Vie ASMR. Lancée en 2018, cette chaîne vous offre l'opportunité de profiter de plusieurs centaines de vidéos de dégustation. Je vous propose d'abord d'illustrer cette chaîne avec un extrait, où la dame déguste un gâteau. Car en effet, je vous déconseille vivement d'aller plus loin. Cette dame est capable de manger absolument tout, avec un plaisir évident. Du chat à la vapeur, du chien grillé, de l'utérus de truie, de la cervelle de cochon, des saucisses de chien, des larves d'abeilles. Et ce n'est qu'une infime partie de ce que vous pourriez découvrir sur cette chaîne si vous décidez d'y jeter un œil. Il est assez difficile de retracer l'origine de cette chaîne. Apparemment domiciliée aux États-Unis, elle a probablement changé de propriétaire il y a environ 2 ans, car depuis, elle a changé de nom et de contenu. En effet, les vidéos de dégustation ont laissé place aux vidéos de sport, avec The Vixen Workout, des vidéos qui visiblement rencontrent beaucoup moins de succès. Bref, il s'agit d'un contenu plutôt difficile à regarder, sans grand intérêt, mais qui frôle sur certaines vidéos les 2 millions de vues. La femme a l'air d'origine asiatique, et je sais que dans certaines cultures, manger ce genre de plat est tout à fait normal. Après tout, en France, on mange des escargots, du boudin noir, des tripes et autres abats, mais bon, voir cette femme avec un sourire super creepy, avec une tête de chien bouilli devant elle, c'est quand même assez spécial. Dans tous les cas, je vous déconseille d'aller voir ça. Mes chers amis, nous voilà arrivés au bout de ce premier volume.
Sachez qu'il me reste encore plusieurs dizaines de sujets à aborder avec vous. Souhaitez-vous que l'on poursuive l'aventure des vidéos Ne recherchez pas ça? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En attendant, à très vite, et faites de beaux cauchemars.